j'ai une maîtresse depuis 35 ans, et la même depuis 35 ans. Elle est ici, dans le dépôt. Ma maîtresse, c'est mon entreprise, c'est-à-dire qu'elle est très chronophage. Elle, en rentrant chez soi, on a toujours les soucis de l'entreprise dans la tête. On n'arrive pas à poser le cerveau en sortant de l'entreprise. C'était un bus qui datait des fins des années 40, donc au début des années 50, dans une vieille machine. Il fallait se mettre à trois pour fermer la porte arrière. Celui qui a donné l'ordre a dit « Allez, c'est bon, on y va ». J'ai été plus rapide que celui qui tenait le bout de bois et je lui ai coincé les doigts dans la porte du bus. Donc lui me dit « Oh, tu es trop rapide, on va t'appeler Speedos ». Et c'est parti. C'est monté à mes parents qu'on appelait Monsieur et Madame Speedos, à mes enfants qu'on appelait les enfants Speedos. J'ai même eu des fiches de paye à ce nom-là. On n'a plus jamais dit mon nom. Cette machine, c'est une console analogique, entièrement analogique. Sur une console comme ça, on n'avait aucune automation. Donc ça voulait dire qu'on devait suivre en permanence ce qui se passait sur scène. Là, c'est vraiment notre oreille qui devait travailler, suivre ce qui se passait en temps réel. Si il y avait un changement de style de musique de la part des artistes, il fallait qu'on change vite notre mix, mais ça se faisait à la main et à l'oreille. Depuis le premier jour où j'ai touché une console, mon rêve, c'était de mettre les mains sur une machine Midas. On n'est pas simplement quelqu'un qui prend du matériel sur une étagère et qui le mettons au service de l'artiste. C'est faire aussi partie de la création artistique. On est aussi dans un métier récent, donc la construction du matériel et l'évolution du matériel a été assez rapide. Et pour des sociétés comme les nôtres, il est important de suivre l'évolution des technologies. C'est la course permanente pour être à la pointe. Depuis le premier jour où j'ai monté une société, j'ai dû remplacer très régulièrement du matériel et quelquefois bien avant son amortissement. Alors, je suis né dans le Tarn-et-Garonne, donc à la campagne. J'ai eu la chance d'avoir des parents assez permissifs, donc j'ai eu une mobilette et on partait en bande aux fêtes de village dans lesquels jouaient les orchestres de bal. Ça m'a toujours fasciné de voir des musiciens jouer en live et la technique qu'il y avait autour, même si elle était minuscule, mais de voir des ampoules briller et des enceintes d'où sortait du son, ça me fascinait. À 14 ans, je me suis dit, j'ai envie de m'orienter, faire des études pour essayer de rentrer dans ce métier-là. Un copain qui avait un orchestre de bal, m'a dit écoute, maintenant que tu vas avoir 18 ans, passe le permis poids lourd, et dès que tu as le permis poids lourd, j'ai du boulot pour toi. Et un jour, il m'a passé un coup de fil, il me dit voilà, j'ai des copains qui ont monté un orchestre de bal, ils ont besoin d'un technicien, ils n'ont personne, c'est bon pour toi. C'est le patron du Bikini à Toulouse m'a appelé, j'ai 120 concerts à faire dans l'année, je veux que ce soit toi qui m'assure la technique et qui fasse le son. La salle mythique de concerts dans la région, c'est le Bikini. Les plus grands artistes mondiaux sont passés au Bikini et ont encore envie de passer au Bikini. Le patron, Hervé Sansoneto, a une aura auprès des musiciens pour l'ambiance qu'il y a. Et ensuite, la demande du patron du Bikini, c'est d'avoir une salle de spectacle tip-top au niveau du son, de la lumière, de la salle, avec des grosses exigences. Je me définirais plus comme un technicien qui est devenu patron de boîte par obligation que quelqu'un qui avait l'intention de monter une société. L'idée, ce n'était pas de faire travailler des gens pour que ma boîte grossisse et gagne des sous. Mon idée, c'était de faire une bande autour de moi avec qui j'ai plaisir de passer du temps. L'échange avec les artistes, j'aime ça baigner dans l'artistique
c'est intéressant parce que bon, gérer des factures et des devis, c'est d'un ennui absolu. Quand on choisit ce métier-là, on se jette un peu en religion. On n'a pas de clients qui nous commandent, qui nous font des commandes sur 2 ou 3 ans en avance. On travaille beaucoup, beaucoup sur du dernier moment. Et notre philosophie, c'est d'avoir surtout des gens gentils et au service de l'artiste et au service de l'entourage de l'artiste. Les techniciens appréciés par les artistes et l'entourage des artistes, ce sont les techniciens qui sont toujours de bonne humeur. Le choix commence par des qualités humaines, mais bien sûr, il faut qu'ensuite ils aient des qualités techniques. Mais les qualités techniques, c'est quelque chose d'assez facile à acquérir. Mais les qualités humaines, si on ne les a pas au départ, c'est très compliqué de les acquérir. On fait de l'artisanat, du cousu main, donc ça reste encore viable et il y a une demande pour ce cousu main. Ça ne durera peut-être pas parce que les interlocuteurs qu'on a sont très fragiles. Avec l'explosion de la ZF, où on avait une année qui était chargée, on s'est retrouvé après le 21 septembre avec tout le carnet de commandes vide. À cette période-là, j'avais des amis à Perpignan et des amis au Pays Basque qui nous ont dit écoutez, nous, si vous voulez, on vous donne du travail qu'on aurait dû faire nous. Ça ne va pas vous rapporter beaucoup de sous, mais au moins, ça vous permettra de sortir de chez vous. Notre ami du Pays Basque a été vraiment très solidaire, mais ça nous a permis psychologiquement de ne pas être effondrés. Quand on a participé au concert de soutien le jour du procès de José Bové, suite au démontage du McDonald's de Millau, là on s'est retrouvé dans un cadre qui dépassait au niveau du nombre de spectateurs de ce qu'on faisait jusque-là. On en attendait 40 000, il y en a eu 100 000. Dans l'oreille de tout le monde, ça sonnait, parce que ça avait été un événement qui avait été retransmis au niveau mondial. On s'entendait bien avec les tourneurs, on s'entendait bien avec les managers d'artistes. On avait quand même cette chance-là, mais à un petit niveau, c'est-à-dire à un niveau des salles de 2, 3, 4 000, 5 000 personnes, mais pas d'événements de cette importance-là. Donc ça a donné confiance aussi aux utilisateurs de nos moyens de dire mais ils peuvent faire des événements plus gros. Donc on a pu travailler sur des festivals un peu plus costauds. Après, on avait une bonne relation aussi, on travaillait souvent avec Zebda, Noir Désir, Manu Chao, La Mano Negra. On avait aussi déjà des connexions, donc c'était plus facile aussi de passer d'un stade artisanal à un stade un peu plus gros au niveau des événements. La qualité pour être patron, je crois que c'est beaucoup d'abnégation, de savoir aussi avaler souvent des couleuvres, c'est de savoir aussi se remettre en question en permanence. Je suis devenu patron parce qu'il fallait rentrer dans un cadre, mais ce n'était pas du tout mon idée de devenir patron. J'ai utilisé le patronat afin de servir ma passion. En tant que patron, j'essaie de cajoler un petit peu les techniciens, de laisser aussi une part de décision aux gens autour de moi. Toutes les nuits, on a de quoi faire des insomnies. Donc on n'arrive jamais, c'est très compliqué. Même en vacances, il faut quand même avoir le téléphone à proximité parce qu'on a toujours des décisions à prendre aussi. J'ai jamais eu un gros salaire, mais ça ne m'a jamais posé problème parce que j'ai fait tellement d'autres choses qui m'ont enrichi. Je me suis enrichi de tourner, j'ai fait le tour du monde avec des artistes. J'ai travaillé avec les groupes que j'aimais. On a rêvé de rencontrer cet artiste-là, et puis paf, un jour on se retrouve à travailler avec lui, puis 1, puis 2, puis 3, à faire des tournées avec des artistes qu'on pensait impossibles à approcher. Et ça empêche de dormir la nuit, mais ça a été ça mon moteur. L'argent n'a jamais été mon moteur, j'ai jamais été dépensier. C'est juste que j'ai plus travaillé avec le cœur qu'avec le facturier. La rencontre avec le Sempaz, c'est une rencontre avec Frédéric André. Il m'a dit écoute, ça peut être bien que tu sois aussi au Sempaz, que tu prennes le label, puisque c'était les prémices du label, et que tu t'inscrives au Sempaz. Pour moi, tout ça, c'était un peu loin, mais comme j'avais quand même un engagement politique, déjà prendre mon adhésion, c'était un premier pas. Et après, j'ai eu envie
d'œuvrer pour le SEMPAS. Donc j'ai été représentant du SEMPAS dans certains rendez-vous régionaux. Le fait d'avoir adhéré au SEMPAS, ça a éveillé ma conscience sur les erreurs qu'on faisait et en gestion et en travail sur les sites. C'est aussi d'être au-dessus du match et d'essayer d'œuvrer aussi pour les collègues, pas que pour sa gueule. Le SEMPAS est devenu plus gros avec l'arrivée de Philippe Abergel, qui a permis de nous donner les outils pour répondre correctement à nos obligations et nous accompagne, nous tient la main quand il y a des nouveaux textes de loi. Et le syndicat fait aussi des remontées dans les ministères. On a le terrain qui en peut parler au ministère, parce qu'on n'est pas, c'est pas un individu, c'est une profession qui parle, et qui parle d'une seule voix. Le SEMPAS nous a apporté énormément. Sans l'aide du SEMPAS, on serait certainement passé à la trappe. Laurencie, donc c'est ma fille. Les vieux clients la connaissent depuis qu'elle est toute petite. Elle dormait dans les flycases pendant les concerts. Elle ratait quelquefois le bahut pour venir avec nous sur les concerts parce qu'elle avait envie, certains groupes, il fallait absolument qu'elle voie les concerts. Pour sortir du bahut, elle a travaillé avec nous, elle travaillait sur le terrain. C'est elle qui était technicienne plateau. Donc Laurencie a dit, écoute, j'abandonne le terrain, je me mets au bureau et je gère. Et c'est elle maintenant qui gère la société, qui gère les ennuis. Moi je gère le bon, elle gère les galères. Donc, ma fille a pris le relais. Beaucoup plus maîtresse des comptes que ce que je l'étais. Si demain j'arrête, mon téléphone ne sonnera plus et socialement, je considérais d'être plus rien. Si je recommençais avec l'expérience que j'ai acquis actuellement, je ne referais pas une entreprise. On le fait par amour et par inconscience, ce qu'on fait là. Parce que mes équipes pourraient travailler en ayant la connaissance qu'elles ont et la qualité de travail qu'elles ont sur un secteur bien plus rémunérateur. Mais il y a cette envie de ludique et pas de lucratif.